Donc l'idée de la conférence de presse sur la réforme du collège, c'est déjà de pouvoir en parler un petit peu à 2 jours de la grève qui aura lieu donc le jeudi 11, jeudi prochain, jeudi 11 juin. Donc très concrètement, l'intersyndicale dans l'Allier appelle à un rassemblement devant l'inspection académique à 15h et a fait ensuite une demande d'audience avec le directeur académique à 15h30 si d'ici jeudi on a un nouveau directeur académique, sinon on fera avec qui nous recevra. L'idée de faire cette conférence de presse aussi aujourd'hui, c'était pour essayer d'expliquer un peu plus les raisons de l'appel à la grève de Sud Éducation, parce qu'on est depuis le départ dans cette réforme, on avait vécu ça aussi avec les rythmes scolaires, dans une tentative de récupération de notre mouvement par les partis de droite, voire d'extrême droite. On a une envolée de Marine Le Pen sur la question de la réforme du collège. Et donc une récupération qu'on dénonce et dans laquelle on se retrouve pas du tout. Et ça nous semble nécessaire de le dire parce que de nombreux collègues qui n'acceptent pas cette réforme et qui n'acceptent pas non plus forcément le fonctionnement du collège actuel, risquent de ne pas faire grève parce qu'on voit sur cette question-là dans les médias que la droite et l'extrême droite s'exprimer. Donc on avait envie, nous, d'expliquer un peu nos positions pour dire aussi qu'on parle beaucoup des classes bilan, on parle beaucoup de l'allemand, on parle beaucoup des langues anciennes, et elles seront impactées, ça c'est sûr, et il faut, pour nous, il faut se mobiliser pour qu'elles ne le soient pas. Mais ça cache aussi plein d'aspects de cette réforme qu'on souhaite mettre en avant justement là, dans cette conférence de presse, d'une réforme qui pour nous est vraiment dans la logique des réformes qu'a connues l'éducation depuis l'élection de François Hollande, mais aussi avant. On est vraiment dans une logique hyper libérale, on expliquera un peu pourquoi ensuite, enfin par point, dans une logique libérale qui laisserait entendre que l'école pourrait être une marchandise ou serait une marchandise et que chaque élève ou chaque parent d'élève viendrait la consommer comme dans une entreprise classique. Et nous, on est à l'opposé complètement de ça, en disant qu'on est un service public d'éducation avec des élèves qui sont des ayants droit et qui ne sont pas des personnes pour qui on individualise des parcours et qui a besoin justement d'une école. On aurait pu espérer ça d'un gouvernement de gauche, d'une école qui soit vraiment démocratique, avec pourquoi pas un allongement de l'âge de l'obligation scolaire jusqu'à 18 ans. Ça aurait été une perspective de gauche pour l'école, et on en est bien loin. Alors une réforme libérale et qui essaye de se présenter, enfin qui est présentée par le gouvernement comme une réforme pédagogique qui améliorerait le collège existant, ça nous semble un faux argument parce qu'à la lecture des nouveaux programmes du collège, on se rend compte qu'il y a juste les français et les maths qui sont présentés comme des matières fondamentales. Donc on nous vend une réforme pédagogique où tout se ferait dans le transversal, dans l'interdisciplinaire, ce qui peut être intéressant, on en parlera. En réalité, on se rend compte que seuls les maths et le français sont présentés comme importants et tout le reste serait optionnel. Et donc avec des options qui de fait ne seront pas les mêmes d'un endroit à un autre, parce qu'en même temps, on a avec cette réforme une baisse des moyens qui va se ressentir assez rapidement. Justement, ça t'en parlera un peu plus, Guillaume, sur ce qu'on appelle les inégalités territoriales qui vont être induites par cette réforme. Ah oui. Justement, sur les inégalités territoriales, depuis l'assouplissement de la carte scolaire par Darcos en 2007, il n'y a plus de carte scolaire, donc les parents peuvent choisir l'établissement à la carte. Et donc la crainte que l'on a, c'est que ça crée des inégalités de territoire, on le voit déjà sur Montluçon, et ça va renforcer les inégalités du coup sociales, puisque les établissements pourront proposer ces matières dites optionnelles différentes selon le profil de l'établissement. Donc on peut imaginer que les parents aient un réflexe un peu de consommation et choisissent un établissement parce qu'il y a telle option qui est mieux. Donc au lieu de lutter, contrairement à ce qu'ils proposaient, de lutter contre l'inégalité et donc les filières qui existent déjà de fait au collège, ça va renforcer ça va continuer dans les inégalités, puisque par le choix des options, de ce qui va être enseigné, les parents peuvent tout à fait choisir. Ici, ils font une option plutôt grecque,
ou ici ils font une option plutôt mathématiques, sciences, ou ici ils font plutôt une option français renforcée, etc. Donc on a peur que ce soit que ça ne lutte pas contre les inégalités. Et donc ce sont les heures, notamment les heures EPI. En pluridisciplinarité, il n'y a aucune garantie que ça marche. L'idée est très bonne de travailler en équipe, un travail pluridisciplinaire, mais de la manière dont c'est prévu, il n'y a aucune certitude que ça fonctionne, puisque pour travailler en équipe, il faudrait vraiment des enseignants impliqués, qu'il y ait du temps de concertation pour travailler ensemble. Et si ce n'est pas bien défini, le risque c'est que ce soit des heures qui bouclent les emplois du temps des collègues. Il manque une heure, qu'est-ce qu'on fait? Tu prends une heure de pays. Et donc comment on peut parler de projet et d'équipe si c'est un collègue qui, parce qu'il faut compléter son service, fait ces heures-là, je dirais, sans être vraiment impliqué? C'est quoi qui est prévu exactement sur les heures EPI? De travailler avec plusieurs disciplines, par exemple, selon le projet, on en reparlera peut-être après. Un projet qui, justement, je peux en parler. Donc, il y a en gros, le cœur de la réforme, c'est de reprendre des heures aux disciplines actuellement de dotation globale et de redistribuer ces heures sur des projets qui sont décidés par chaque établissement et avec plusieurs disciplines, par exemple. Un professeur de maths, de français et d'art plastique peut décider de faire un projet par rapport donc, au choix qui a été fait. Donc déjà, c'est au libre choix des établissements. Mais, c'est peut-être toi qui en parlera, en fait derrière tout ça, il y a la hiérarchie qui va, en fait, en gros, c'est le chef d'établissement qui va décider un peu, orienter quelle option il va vouloir ou il va proposer. Et il faut que ce soit voté en conseil d'administration. Donc en fait, tout le monde pourra donner son avis, les parents d'élèves, on peut même imaginer des élus locaux ou des fois donc les personnels qui s'appellent qualifiés, qui siègent en conseil d'administration. On peut imaginer des chefs d'entreprise qui disent ce serait bien de faire un projet sur le pneu, quelque chose comme ça. Et donc en gros les enseignants pourraient entre guillemets se voir imposer un projet dit pédagogique par un conseil d'administration. Si l'administration vote pour le projet qu'elle propose, c'est une obligation de toute façon. Les parents d'élèves disent ah oui c'est bien, les enseignants, sans minorité, on pourrait leur imposer un projet. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas la même égalité d'un établissement à un autre. Alors après on peut plaisanter en disant que l'élève qui aurait à déménager 2 à 3 fois durant sa scolarité au collège risque de refaire la même chose plusieurs fois, risque de ne pas voir certains points du programme. Et surtout, on parlait tout à l'heure des moyens, c'est qu'avant, en fonction des options qu'on avait, on avait des moyens qui étaient donnés. Là, il y aura un volume d'heures pris sur la dotation globale, dans laquelle on devra se partager les choses. Et c'est l'ancien directeur académique de l'Allier qui disait effectivement, il faudra choisir ici entre des dédoublements ou des options. Donc c'est pour ça qu'il y a une crainte sur les langues anciennes, qu'il y a une crainte sur l'allemand, mais il y a aussi des craintes à avoir sur pouvoir travailler en demi-groupe en sciences, sur des travaux pratiques, travailler en demi-groupe en langue. Il y a des vraies inquiétudes là-dessus en termes de moyens. Donc sous couvert justement de cette pédagogie, on va tous travailler ensemble. On va tous travailler ensemble en plus en nous l'imposant. C'est les chefs, qui aura aussi des sortes de sous-chefs qui seront des profs coordonnateurs de discipline qu'on va appâter avec des indemnités particulières. Et donc là, on est vraiment à l'opposé d'un collège qui serait même pour tous et qui permettrait surtout aux enseignants de travailler ensemble et correctement. Je n'ose même pas imaginer l'ambiance dans les établissements quand chaque prof de chaque discipline essaiera de sauver un petit peu les quelques heures qui lui restent pour pouvoir bien travailler avec ses élèves. C'est une inquiétude qui est déjà qui est réelle, même c'est presque une réalité, puisque à la rentrée prochaine, ça va se mettre en place. Et dans les établissements, je sais qu'il y a des groupes de sciences qui disparaissent, parce que, comme tu l'as dit, il faut récupérer des heures. Donc il y avait des choix qui étaient faits d'alléger un peu en physique, SVT, technologie, et je crois qu'il n'y aura plus un seul collège sur le bassin de Montluçon, que je connais mieux, où il y aura le groupe en sciences, physique, SVT et technologie, pour justement récupérer des heures, pour faire donc le pays qui... Donc c'est vrai que c'est au détriment, c'est toujours au détriment de quelque chose, c'est au minimum à moyen constant, voire peut-être même à la baisse, puisque quand la dotation était ministérielle, il y avait des heures qui arrivaient dans la dotation au niveau général, il y avait tant d'heures pour telle section, même si c'est très critiquable certaines sections, les sections européennes, les bilangues, etc., c'était des heures du ministère qui étaient en plus de la dotation, donc
personne n'était lésé. Maintenant, ça va être une dotation globale, et dedans, chacun devra essayer de récupérer. On peut imaginer, c'est vrai que pour des collègues de lettres, ils risquent de perdre leur poste s'il y a moins d'heures, donc c'est vrai que c'est aussi... Ça arrête de tirailler dans tous les sens, et après, de penser que les collègues vont travailler à plusieurs sur des projets si un collègue est en perte d'heures ou s'estime lésé au détriment d'une autre discipline, ça risque d'être un peu tendu. Donc le problème, c'est pas juste, comme on peut l'entendre, on va faire perdre de la culture, ou comme le dit, je critiquais tout à l'heure la récupération par la droite qui laisse entendre que le gouvernement ne veut plus enseigner, laisser l'enseignement des langues anciennes et qu'on irait ici vers un dévoiement du français, de la culture française. Je pense qu'on est vraiment pas là-dedans. Il y a eu une recherche, comme on l'a vu dans les réformes précédentes, d'économie à tout crin par la baisse des moyens. Et avec ça, c'est comment est-ce qu'on nous laisse croire, en plus, que les équipes vont choisir, ou est-ce qu'elles vont prendre sur ces moyens-là. Vous aurez la liberté de choisir ce qui va dégrader vos conditions de travail. Moi, je le résumerai quand même un peu comme ça. Oui, c'est comme ça que... Et on nous a laissé croire que c'était une réforme faite, je dirais pas pour, mais presque, et par les personnels. Oui. On s'est concerté un peu plus sur ce que Ouais, donc il y a eu une consultation, je crois, au mois de décembre, pendant une demi-journée dans les collèges. Il y a eu, donc, le terme exact, une réunion de concertation, une présentation, puis pour prendre l'avis des acteurs, comme on dit, de terrain par rapport à cette réforme. Donc les collègues ont eu des avis un peu divers, mais à peu près tous s'accordent pour... ils avaient une crédibilité très faible, ils avaient peu d'espoir que ce soit vraiment suivi des faits, leurs remarques. Ils avaient plus l'impression que c'était en gros bouclé d'avance, on demandait un peu de quelle couleur ils voulaient que le texte soit marqué, c'était plutôt... en gros, la négociation, c'était peut-être la police de caractère à utiliser. Et donc c'était ce sentiment-là. Et donc là, lorsque la réforme du collège a été présentée, ça a vraiment donné le sentiment que ça venait d'en haut. Donc que c'était décidé par des commissions. Ils ont dit voilà comment il faut faire. Et beaucoup de collègues, presque aucun, ne s'est reconnu dans cette réforme, dans les propositions. Donc ça vient d'en haut, c'est une fausse consultation, on pense, des personnels. Il n'y a aucune trace, aucune justification en disant voilà, on a le retour de ces consultations, ouais, c'était une consultation. Le retour des consultations montre que tel point a inquiété les personnels, donc on propose ça, etc. C'est déconnecté. Donc le texte est arrivé d'en haut. C'est même vécu comme une défiance envers les personnels, envers le ministère, puisque le 19 mai, donc il y a eu, on en parlait tout à l'heure, il y a eu une grève qui a été relativement suivie par rapport au mouvement précédent, c'était quand même assez fort. Et le même jour, ou le lendemain, ou le soir même, était publié le texte, donc le décret, texte d'application. Et encore quelques temps avant cette grève, donc le projet passait en Conseil supérieur d'éducation, et la majorité des syndicats avaient voté contre. Et la majorité de ces syndicats-là, en termes de résultats aux élections professionnelles, représentaient plus de 75% de personnel. Donc on a une réforme qui est soutenue grosso modo par 2 organisations syndicales, tout le reste est contre, et on continue à avancer à marche forcée. Ils ont fait la même chose pour l'enseignement moral et civique, où là pour le coup, il y a l'unanimité des organisations syndicales contre l'application de cet enseignement à la rentrée, et pour prendre le temps de réécrire un peu ces programmes d'éducation morale et civique, et de réfléchir à cette notion-là, et on passe encore une fois en force. Donc après avoir vécu les rythmes scolaires dans le premier degré qui s'étaient passés de la même manière, on dit souvent sous forme de boutade qu'on aurait préféré dans l'éducation nationale ne pas être la priorité de ce gouvernement. Et alors quelle serait pour vous, si vous deviez faire la réforme, si vous deviez débattre pour une autre réforme, quelles seraient les bases de vos revendications? On avait prévu de conclure là-dessus. Ouais. Pour le truc mais on peut conclure là-dessus parce qu'on a dit à peu près ça. C'est plus simple de passer sous forme de questions. Dans l'idée du syndicalisme qu'on défend à Sud Éducation, pour le dire très vite, en 3 mots et sous forme un peu de slogan avant de développer, on est pour une école qui serait, donc une école et un collège forcément. Quand on dit école, on pense à l'école que ça aille de la maternelle jusqu'à l'université, qui soit réellement égalitaire, c'est-à-dire qui donne vraiment les moyens, pas les chances, les moyens à chaque enfant
de bénéficier du droit à l'éducation. Donc ça passe par des moyens. Je crois qu'on ne peut pas faire de toute manière de réforme aujourd'hui en étant toujours sous le coup d'une prétendue dette publique à rembourser. Si on veut pouvoir faire travailler des gens ensemble, il leur faut de l'argent. D'une école aussi qui soit émancipatrice pour les élèves. Et on se rend compte que ça va plus se voir sur les programmes, mais qu'on est de plus en plus sur une école qui doit servir à fournir de futurs salariés. De moins en moins sur une école qui doit permettre de donner à tous les moyens pour être en mesure d'être une personne critique. Et c'était d'autant plus regrettable qu'on nous a vendu en début d'année le slogan « Nous sommes tous Charlie » et qu'on se rend compte qu'au jour le jour, depuis les événements malheureux du mois de janvier, ceux qui le disent font tout l'inverse des idées que pouvaient défendre ceux qui ont été massacrés. Donc on a besoin aussi après dans les mises en œuvre réelle d'avoir une vraie confiance donnée aux enseignants. Arrêter de vouloir mettre des maillons hiérarchiques partout. Nous on est pour que les collègues puissent travailler en équipe, que le prof de maths qui le souhaite puisse travailler avec le prof de physique, que le prof d'histoire qui le souhaite puisse travailler avec le prof de philo par exemple. Mais il faut que ces équipes puissent être librement choisies. C'est pas un conseil pédagogique d'établissement avec un chef d'établissement qui va donner des orientations à la limite de la logique managériale pour savoir comment on va mieux vendre son collège. On a vraiment besoin de retrouver comme ça une confiance dans l'école. Et cette confiance dans l'école, elle passera aussi par la reconnaissance que c'est pas l'école qui fournit des salariés. S'il y a du chômage aujourd'hui, c'est pas à cause de mauvais résultats de l'école, c'est à cause d'un système économique qui fonctionne pas. Après, dans le collège, dans le lycée, dans l'école qu'on voudrait, arrêter de chercher à créer des filières le plus tôt possible. Donc là, pour l'instant, on a un lycée qui est fait en 3 filières qui correspondent grosso modo à les divisions du travail en France, avec ceux qui réfléchissent, ceux qui vont appliquer la technique, et puis ceux qui vont réfléchir à la technique, et puis après les ouvriers qui sortiront de filières professionnelles. On est vraiment dans cette logique-là que nous on dénonce. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'une vraie réforme progressiste chercherait même à avoir un lycée unique, et donc déjà à bien faire marcher un collège unique, arrêter de vouloir créer des sortes de filières par des jeux d'options, mais permettre vraiment à tous de pouvoir pratiquer, que ce soit des langues anciennes bien vues. Enfin, on ne pense pas que ce soit quelque chose d'élitiste, quelque chose qui est nécessaire à la culture, de la même manière que pouvoir faire de la technologie et des arts. Et donc on a un vrai besoin comme ça d'une école qui ne cherche pas à mettre en concurrence ou à laisser entendre que certaines matières valent mieux que d'autres. Il y a 50 ans, c'était les Grecs, maintenant ce serait les maths. Enfin, on est dans une logique qui va, du coup, créer de l'échec scolaire. C'est vraiment cette logique de l'école qui crée de l'échec scolaire. C'est pas des élèves qui travaillent mal, c'est pas des parents qui s'occupent mal de leurs enfants, c'est pas en remettant des heures d'être personnalisées, en disant en gros, bon là on a 1 heure, on bosse tous ensemble, t'as rien compris, je fais rien pour toi, tu reviendras en être perso. On n'a pas besoin de ça, on a besoin d'avoir un collectif, une classe, où les élèves vont apprendre à travailler ensemble, justement pour développer des pratiques coopératives. C'est assez marrant de voir que les profs, on leur demande de travailler ensemble sous la pression pour qu'ils fassent travailler leurs élèves sous la pression, et qu'ils travaillent ensemble. La coopération, c'est comment on travaille avec quelqu'un d'autre, et ça ne pourra pas se faire sous quelque pression que ce soit, et sans, j'allais dire l'aval, sans une réelle volonté des gens de le faire. On ne peut pas travailler ensemble si on a... Et une confiance aussi, au moins une bienveillance, on nous demande d'être bienveillant avec nos élèves, d'avoir la bienveillance de la hiérarchie. On a plus le sentiment qu'ils viennent vérifier qu'on applique bien les textes qui, comme on disait, sont souvent rejetés par les organisations syndicales représentatives. Plutôt d'avoir une bienveillance et plutôt accompagner les équipes qui essaient quelque chose, qui essaient de travailler en équipe plutôt qu'individualiser. Là, on est dans des discours d'apparat sur la bienveillance. Voilà, alors qu'en fait, on voit comment les réformes sont imposées au personnel et aux élèves. On est loin de toute forme de bienveillance, en réalité. Je ne sais pas si... Mais non, alors vous avez parlé d'une école réellement égalitaire, une école émancipatrice, et j'ai manqué le 3e. Vous n'avez pas 3 idées? Oh, on en a bien plusieurs.
Non, Et l'idée égalitaire, aussi émancipatrice, après, polytechnique. il y a voilà, alors dans l'émancipation, il y a l'idée d'une ce qu'on appelle nous une école polytechnique. C'est l'idée qu'on va pouvoir faire de tout, mais pas faire un peu de tout en piochant. C'est de considérer qu'on n'a pas à créer de niveau d'appréciation qui après font ces filières élitistes dans les différents domaines. Après, on pourrait en rajouter encore plein sur quelle école qu'on veut. Ça existe ailleurs, dans d'autres pays par exemple? Non, enfin l'école que nous on défend, on la voit pas dans un modèle particulier. Après, on a il y a toujours des exemples d'écoles où la liberté donnée aux élèves, les moyens donnés aux enseignants pour faire classe fonctionnent mieux. Mais une des premières choses dont on aurait besoin pour permettre tout ça, moi j'insiste vraiment sur la question des moyens, parce qu'on nous dit toujours qu'il y a un prof pour 12 élèves en faisant une moyenne bizarre. La réalité c'est qu'on a des classes à plus de 20, voire plus de 25. Si on monte au collège, on atteint les 30. Si on passe au lycée, on a dépassé déjà les 30. Alors qu'on commence enfin à avoir des rapports qui disent que pour améliorer le niveau d'enseignement dans les classes, il faut passer en dessous de 20 élèves. Et ça, le ministère n'est pas d'accord là-dessus. C'est pas une question de moyens, c'est une question d'organisation. Et je crois que tout ce qu'on vous disait tout à l'heure sur une école émancipatrice, sur faire plus de matières, ce sera possible quand on aura moins d'élèves par classe. Et ce moins d'élèves, il doit être en dessous de 20. On ne fera pas un cours de langue émancipateur avec 35 gamins dans une classe. Et on ne va pas renouveler l'enseignement des travaux pratiques en sciences avec des classes à 30. Oui, il vaut mieux avoir peut-être des classes à 20 et traiter les difficultés des élèves dans la classe parce qu'on n'en a que 20 maximum, plutôt que bander des classes comme au lycée à 35, 36, des fois j'ai vu 38. Et en gros, comme tu disais, tu comprends pas, tu en as une heure en plus, à complètement personnalisé pour traiter ta difficulté. Et en plus, ça stigmatise certains élèves. Enfin, Alors pour l'instant, en France, pour répondre à la question sur est-ce qu'il existe des établissements, il y a le lycée autogéré à Paris, il y a le lycée de Saint-Nazaire, il y a des lycées, des collèges qui se mettent à travailler en pédagogie freinée, mais qui sont pour Sud Saint-Nazaire, au Sud Paris, sous statut expérimentaux depuis plus de 30 ans. Donc on a là des équipes qui ont monté une expérimentation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut travailler dans tous les établissements. C'est pas de savoir si à gauche ou à droite, mais il y a des choses qui ont été faites, qui marchent, et qui... Voilà, moi je suis pas spécialement scientifique, mais je me dis que 30 ans d'expérience, soit après on l'évalue et ça marche et on le développe, soit on l'arrête. On voit ce qui peut être transposé, ce qui peut être retiré, s'il y a du positif. Ce qui est positif, pourquoi pas essayer de... Et ça, ce serait des choses qui seraient bien d'être... nous, on ne dit pas que là, tout de suite, il faut ça. Là, tout de suite, on a à mobiliser les collègues pour se battre contre cette réforme. Mais se battre contre une réforme, ça peut être aussi le lieu, justement, de discuter de l'école, toujours une école à l'université, de l'école qu'on voudrait, et pour nous, enseignants, travailler, et pour que les élèves apprennent. Mais on n'a pas un projet à opposer au gouvernement, et puis on s'abstiendrait d'écrire un projet noir sur blanc, puisqu'on disait tout à l'heure que tout ça, ça doit se faire aussi sur les revendications des collègues, et en fonction des débats et des échanges qui pourraient avoir lieu. Donc là, vous demandez quoi? Le retrait de la réforme? Là, on est sur le retrait de la réforme, ne serait-ce que parce que c'est une provocation de publier des textes le soir ou le lendemain d'une grève. Enfin, on a quelque chose qui... Donc il faut le retrait de cette réforme-là. Il faut avoir des discussions sur comment améliorer le collège, mais ce serait même mieux que ça, ce serait quelle vision on a pour l'école. Là, on s'attaque une année au rythme scolaire, d'ailleurs c'est bien pensé. Comme ça, les enseignants du premier degré ne font pas grève en même temps que le collègue du collège. Enfin, ça s'autonome, ils nous font ça depuis des années. Puis le lycée, quand ce sera le tour du lycée, on peut imaginer... Ils avaient fait la réforme du lycée avant, puis avant c'était la réforme du bac pro, enfin, il y aurait vraiment même à repenser, et nous notre travail ce serait avoir une mobilisation, enfin, chercher à créer, c'est pour ça que la Sud Éducation, on syndique tous les personnels de la maternelle à l'université, d'avoir vraiment une cohérence et de sortir de discours corporatistes où là les instituts ne sont pas contents, là les instituts de maternelle, là au lycée, là le prof de langue, ça on n'arrivera jamais à mobiliser tant qu'on restera comme ça. Mais là, oui, tout de suite, il faut qu'ils retirent les textes de cette réforme. On pourrait imaginer une vraie refondation de l'école, mais... On pourrait l'imaginer.
C'est comme ça qu'ils avaient présenté Voilà. les choses en 2012, et c'est ça qu'on ne verra a priori pas d'ici 2017. L'intersyndicale, c'est toujours exactement. L'intersyndicale, donc il y a les syndicats de la FSU du second degré, le SNES, alors après je me trompe toujours, le SNEP et le SNUEP, enseignement professionnel, les profs de PS et le SNES, donc le second degré, on a la CGT éducation, on a aussi les syndicats de force ouvrière, qui constituent l'intersyndicale, et voilà, on a fait le tour sur l'appel à la grève du 11. Après, dans l'opposition à cette réforme du collège, il y a aussi le SNAS, il y a aussi celui d'éducation, oui. J'avais oublié de le rappeler. En gros, on a tout le monde sauf l'UNSA et la CFDT. On n'aurait pas dû dire ça bien. Comme ça devant la caméra. Ça fait plus simple, il y a tout le monde. Et on a en plus, ça c'est pas anodin dans l'Allier, les parents d'élèves de la FCPE qui s'opposent à cette réforme. On reproche souvent à la FCPE d'être un peu trop pro-gouvernementale, mais disons dans l'Allier, débattu et pris position contre cette réforme, et donc quelque part contre leur appareil national. C'est quelque chose d'important d'avoir les parents d'élèves qui soutiennent les enseignants dans cette lutte-là. C'est pas anodin non plus, on a pu retrouver ça justement avec les rythmes scolaires. Mais il n'y a plus de directeur académique depuis quand? On a 5 semaines. 2 années. 5 semaines sans directeur académique. Et donc là, il est nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui soit nommé rapidement, parce qu'on a quand même nos différentes instances paritaires qui ont lieu, des débats qui ont lieu sur la préparation de la rentrée. Alors même si on nous dit que le service public d'éducation est maintenu parce que y a quand même une secrétaire générale, il y a quand même la rectrice qui peut prendre des affaires. Moi je pense aux prochaines mesures de carte scolaire, où des écoles risquent peut-être même de perdre des postes encore en juin. Du coup on n'a plus vraiment d'interlocuteurs. On a demandé pour ce qui est de Montluçon pourquoi il y avait un poste bloqué sur la fusion de l'école. Alors là on dépasse la réforme du collège. Sur la nouvelle école maternelle fusionnée avec Maurice Carême et Desna Sémé, il y a une collègue qui part à la retraite, ils ont bloqué son poste au mouvement des personnels. Donc pour l'instant personne n'est nommé dessus. Et on a posé la question nous, en commission paritaire sur pourquoi est-ce qu'il y a un poste bloqué à cet endroit-là, on ne nous répond pas. Et la grande crainte, c'est qu'on nous explique en mi-juin, c'est la crainte des collègues de ces écoles-là, que ce poste est supprimé. Et donc on aura eu une fusion d'écoles imposée par la mairie de Montluçon contre l'avis des parents d'élèves et des personnes et des personnels. Et en plus, on risque même d'avoir une suppression de poste dans une école classée REP+. Alors là, on n'a aucune information officielle pour l'instant, mais en discutant avec les collègues qui s'inquiètent de ça, et quand on voit qu'on n'arrive pas à avoir de réponse, parce que justement, il n'y a plus de directeur académique pour essayer de répondre concrètement à ça, on nous dit pour l'instant il n'y a rien, il y a aussi une vraie crainte. Donc jeudi, vous rassemblez à 15h. À 15h devant l'inspection académique, donc vous à appelez 10h tous les exactement. enseignants. Tous les personnels, et puis comme il y a les FCPE, il faut aussi penser, je pense, à appeler les parents d'élèves à rejoindre ce rassemblement. C'est quelque chose d'important. Alors on ne sait jamais dans l'Allier comment mobiliser le plus. Est-ce qu'il faut une manifestation académique devant le rectorat à Clermont? Est-ce qu'il faut une manif devant l'inspection académique? Est-ce qu'il faut des manifestations par bassin? Là, ça nous semblait important de marquer le coup et de ne pas tous s'exiler à Clermont-Ferrand et de pouvoir proposer justement, notamment plus pour les parents d'élèves ou les enseignants qui habitent dans l'Allier, de pouvoir aller voir notre employeur local. Normalement, il y a un directeur. Normalement, on a un employeur. Et le brevet, c'est fin juin, toujours, c'est ça? De mémoire, ça Oui. va être le 25 et 26 juin. D'accord. Les 2 épreuves, les 2 jours d'épreuve. Vous comptez faire d'autres actions après le 11 juin? Là, on n'en a pas discuté encore. Je pense qu'il faudra qu'on en discute en intersyndicale en fonction de la mobilisation de jeudi. Enfin, sans rien cacher, si jeudi ça mobilise énormément, il y aura des suites rapides. Si on mobilise moins, parce que le mois de juin, c'est pas non plus la période la plus aisée pour mobiliser. Les textes étant déjà sortis, ça démotive les collègues, donc on sera dans un processus aussi de conviction, chercher à convaincre les collègues
même si les textes sont sortis, il n'y a rien de perdu. On a vécu ça pour le CPE en 2006. Non, plutôt. Non, le CPE c'était 2006. 2003 c'était les retraites. Ah oui, 2006 le CPE de Villepin. Ouais.